Now. Après avoir reçu notamment Patrice Chéreau, Umberto Eco et Pierre Boulez, le musée du Louvre invite cette année Jean-Marie Leclésio à poser son regard sur les collections du musée et à sélectionner ses propres œuvres d'art. Expositions, conférences, rencontres, concerts et projections, c'est tout un ensemble de manifestations culturelles que nous propose le prix Nobel de littérature 2008, manifestations qui se présentent comme le reflet des cartographies mentales et littéraires de l'écrivain voyageur, héritier des îles, de l'Afrique, du Mexique, mais aussi du pays niçois et de la Bretagne. En même temps que cette carte blanche au Louvre, Jean-Marie Leclésio publie un recueil de nouvelles intitulé Histoire du pied et autres fantaisies, une série de portraits de femmes, d'hommes, d'enfants, d'ici et d'ailleurs, appartenant tous au monde des abîmés, des bafoués, des humiliés, des gens de peu. Une double occasion pour nous à la grande table de pénétrer les mondes de l'écrivain. Bonjour Jean-Marie Leclésio. Bonjour. Et bienvenue à la grande table. Merci. Je disais à l'instant Jean de peu. Est-ce que c'est une expression que vous pourriez utiliser, Jean de peu ? Oui, en fait, cette citation, elle vient de ma tante qui vivait à l'île Maurice, donc c'est un vocabulaire déjà archaïque. Mais qui ne vous choque pas. Les gens de peu, c'est une expression tout à fait utilisable pour vous. Ça veut dire les petites gens, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on les considère comme petits ou comme ayant peu de signification, mais qu'ils sont dans l'humilité, dans l'ignorance. Alors je disais qu'on allait essayer de pénétrer les mondes de Jean-Marie Leclésio. Je dis bien les mondes parce que le pluriel est important. Vous avez fait votre discours d'inauguration hier au musée du Louvre avec un discours qui s'intitulait, puisque c'est le choix de ce thème, les musées sont des mondes, on y reviendra. Mais je voudrais d'abord m'adresser à vous en tant qu'écrivain, bien entendu, puisque c'est d'abord et avant tout l'écrivain que nous connaissons. Vous savez qu'on est dans une période de remise des prix littéraires. On devrait d'ailleurs apprendre d'ici quelques minutes le prix Médicis, les lauréats du prix Médicis français, Médicis étranger. On a appris il y a quelques jours le lauréat du prix Goncourt, le plus grand prix avant le vôtre qui est le prix Nobel. Il se trouve que le prix Goncourt a été remis cette année à Alexis Génie. C'est un premier roman qu'il a écrit, Alexis Génie, L'art français de la guerre. Un roman qui scrute le territoire, qui s'interroge sur l'idée et l'identité nationale et l'idée de nation. Autant d'idées qui semblent très loin de vos préoccupations, Jean-Marie Leclésio, tant votre littérature est une littérature qui part de la particularité pour aller vers l'universalité et surtout qui s'intéresse à l'ailleurs, voire aux ailleurs. Quel regard portez-vous sur cette littérature française qui s'intéresse de près à notre territoire national ? Oui, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je me sens très concerné par ce qui se passe en France, et pas seulement par ce qui se passe à Paris, mais par ce qui se passe dans les régions en France. Et je ne crois pas m'en être détaché aucunement. Je crois que je reste toujours très soucieux de suivre ce qui se passe dans ce pays. Après tout, y compris l'écrivain que vous êtes. Oui, bien sûr. Y compris à travers votre littérature. Oui, bien sûr, parce que moi je ne pense pas écrire sur quelque chose qui soit nécessairement en dehors de la France, mais ce n'est pas parce que je ne le situe pas que ça ne pourrait pas se situer en France. Les situations que je décris, elles sont vraies, je pense, en particulier dans mon dernier livre, ce recueil de nouvelles, Histoire du pied, ça pourrait se passer en France, il n'y a aucun doute. Oui, ça pourrait tout à fait, Jean-Marie Leclésio. D'ailleurs, ça se passe en France pour certains, oui. Tout à fait. Cela dit, les personnages de vos livres ne cessent de franchir les frontières. Vos récits privilégient souvent des espaces qui sont des espaces maritimes, qui sont des îles, qui sont des espaces d'ailleurs flous, parce que certains sont tout à fait identifiés comme paysages géographiques, notamment dans Histoire du pied et autres fantaisies, comme vous le disiez, mais d'autres sont des espaces qui ne sont pas nommés précisément parce qu'ils pourraient se passer ici ou ailleurs. Donc l'idée de nation, en tous les cas quand on lit votre littérature, semble étrangère à la littérature de Jean-Marie Leclésio, mais peut-être que je me trompe complètement. Jean-Marie Leclésio. Je me sens moins concerné peut-être par la politique parce que étant très souvent absent, je ne suis pas le jeu de la politique, mais je suis intéressé par les situations réelles qui ne sont pas nécessairement exprimées par la politique.
C'est-à-dire que le fait que la jeunesse en France ne trouve pas de travail, c'est quand même une chose terrible, ça. Pas seulement pour les étudiants, à tous les niveaux dans la jeunesse, il y a ce blocage qui est dramatique. Le fait que les femmes n'ont pas leur place en France, elles n'ont pas encore trouvé leur place, elles sont demandeuses de reconnaissance et on ne les reconnaît pas, notamment dans le paysage politique, elles sont absolument absentes ou très rarement présentes. Donc tout ça, ça me trouble et ça fait partie des questions que je m'interroge. Donc ce ne sont pas des questions liées à l'actualité, mais ce sont des questions qui sont sous-jacentes. Alors on entend là un extrait de la suite 3 des suites pour violoncelle de Bach. Elles seront interprétées le 25 novembre dans leur intégrale, ce qui est extrêmement rare, par Peter Wispelzee, Jean-Marie Leclésio. Il se trouve que dans votre conférence inaugurale, vous avez écrit que les musées sont des chambres de chant, tantôt murmure, tantôt orchestre éclatant. La musique est très importante dans le programme que vous avez élaboré pour cette carte blanche au Louvre. Quel est votre rapport généralement à la musique et surtout à ces suites pour violoncelle de Bach que vous avez choisies? Je ne peux pas me passer de musique et parfois, pour m'isoler, je mets des écouteurs et j'écoute de la musique. Et j'aime beaucoup Bach parce que ça me fait penser à ce musicien indien qui s'appelle Subramanian. Et c'est très proche. C'est l'instrument qui est proche de la voix humaine, c'est-à-dire le sitar pour l'Inde et le violoncelle en Europe. Et ce ton de la voix humaine qui me parle, mais ce ne sont pas des mots, ce sont des émotions. C'est très porteur. Vous dites souvent d'ailleurs que vous avez aimé et ce que vous aimez dans la littérature, ce sont avant tout des bruits plus que des idées. Est-ce que ça correspond à votre amour pour la musique? Oui, parce que j'ai une méfiance instinctive pour les idées, comme beaucoup de personnes. Et la musique, l'art ne fonctionne pas avec des idées, ça fonctionne avec des émotions. Je crois que c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'art et c'est pourquoi l'art et l'amour sont si proches. C'est très proche par ce travail sur les émotions. Alors je parlais des prix, Jean-Marie Leclésio. Justement, ils viennent de tomber. Le prix Médicis a été remis à Mathieu Lindon pour ce qu'aimer veut dire chez POL. Le prix Médicis étranger revient à David Grossman pour Une femme fuyant l'annonce au seuil. Quant au prix Médicis essai, c'est Sylvain Tesson qui a remporté la palme pour Dans les forêts de Sibérie, paru chez Gallimard. Vous acquiescez, vous en avez lu un de ces trois-là, Jean-Marie Leclésio? J'ai lu les deux, le premier et le dernier que vous avez cité, mais Sylvain Tesson, j'ai beaucoup aimé ce livre. Pour moi, je crois que c'était le meilleur livre de cette saison. Mais c'est bien qu'il ait eu ce prix Médicis, c'est formidable. Sylvain Tesson que nous avons reçu ici à la Grande Table au mois de septembre.
Alors Jean-Marie Le Clésio, hier soir vous avez donc fait cette conférence inaugurale pour votre carte blanche au musée du Louvre. Vous y avez présenté votre thème, les musées sont des mondes. Une première question sur votre rapport au musée, puisque d'un côté vous avez écrit il y a presque 40 ans maintenant, en 1971, une charge, en tous les cas ce qui avait été présenté comme une charge contre les musées et contre l'art contemporain. Et puis de l'autre, il vous arrive de dire que vous avez été élevé dans un musée au milieu d'une extraordinaire collection d'objets africains qu'avaient rapporté vos parents. Quel est votre rapport aujourd'hui, en 2011, au musée, à l'objet ou au lieu musée? Je crois que j'ai été converti au musée en Corée en allant visiter un musée que j'aime beaucoup, qui est le musée Lium. C'est le musée du vide. Et j'ai découvert qu'on pouvait exposer le vide. Et ça pose une question importante sur peut-être le trop-plein de la société européenne. Nous avons trop de choses. Nous montrons trop de choses. Donc, à certains moments, c'est bien qu'il y ait le vide qui entre et qu'il remette en question la matérialité de la culture. Et donc là, j'ai pensé qu'en effet, des œuvres qui ne seraient pas pérennes, qui seraient éphémères, pouvaient entrer dans un musée comme le Louvre. Alors c'est une carte blanche, mais ça n'est pas une carte vide. Et d'ailleurs, le musée est bien plein, Jean-Marie Le Clésio. Est-ce que vous êtes parti pour réfléchir à la façon dont vous alliez construire cette programmation, qui est une programmation extrêmement riche? Est-ce que vous êtes parti du lieu, du musée, ou est-ce que vous êtes parti de votre monde à vous, je dirais même de vos mondes à vous? Mon idée première, c'était de montrer des œuvres que j'invitais au milieu des autres. Qu'il n'y ait pas de différence, qu'on les voit, mais par thème probablement. Donc j'avais pensé que les tableaux haïtiens pouvaient figurer à côté des grands tableaux de David, de Géricault, des tableaux de la période révolutionnaire, parce que pour moi la peinture haïtienne est avant tout une peinture révolutionnaire, que les tapisseries de Charlotte Way Matansoué pouvaient très honorablement figurer aux côtés des grandes tapisseries qui sont dans le Louvre, etc. Que les œuvres puissent s'imbriquer les unes aux autres sans nécessairement se contredire, mais dialoguer. Et il paraît que pour les pompiers, c'était impossible. Ils n'auraient pas pu surveiller. Donc, nous avons décidé de tout réunir dans une salle. Mais Madame Bernadac a fait un miracle. Qui est la commissaire? Oui, elle a fait vraiment un miracle. Elle a réussi à construire cet inventaire surréaliste sans qu'il soit accablant ou sans qu'il soit farfelu. Elle a donné vraiment une âme à cette exposition. Alors ça, c'est pour l'exposition, Jean-Marie Le Clésio. Mais la carte blanche que vous propose le musée du Louvre ne se réduit pas à cette exposition, aussi importante soit-elle. Elle comporte des projections, des conférences, des rencontres d'écrivains, des concerts de musique. Autant de choses, je le disais en commençant cette émission, qui sont le reflet de votre cartographie à la fois mentale et littéraire. Les aires géographiques, précisément, qu'on retrouve dans l'exposition, sont des endroits du monde que vous appréciez particulièrement, que ce soit Haïti, que ce soit l'Afrique, que ce soit le Mexique, que ce soit le Vanuatu. Ce vaste monde, on le retrouve également dans votre dernier livre, Histoire du pied et autres fantaisies, puisqu'il se passe aux quatre coins de l'hémisphère, dans la Sierra Leone, sur l'île de Gorée, l'île Maurice, en France, en Espagne, au Ghana, puis dans ces fameux lieux qui sont des lieux flous que vous ne nommez pas. Et c'est aussi des lieux que l'on retrouve dans votre carte blanche, en l'occurrence et en particulier en ce qui concerne les choix que vous avez faits des films, puisque vous proposez toute une série de coups de cœur, des coups de cœur cinématographiques. Alors on se souvient, Jean-Marie Le Clésio, que vous aviez écrit en 2007 un livre qui s'intitulait Ballaciné. Ballaciné, c'était une déclaration d'amour au cinéma, dans lequel vous rappeliez vos souvenirs du cinéma dans votre enfance à Nice dans les années 50 et 60. Là, vous avez choisi, pour commencer, de présenter des courts-métrages, qui sont des courts-métrages que vous avez conservés de votre enfance, qui nous montrent d'ailleurs ce qui a nourri votre imaginaire, ce qui nous montre déjà que vous étiez parti des images. Vous êtes parti des images et puis vous avez choisi finalement les mots. Et pourtant, vous dites que c'est la première fois que vous avez eu des émotions esthétiques en regardant des films que vous montrez là, des films que vous montrez votre grand-mère sur un grand drap blanc. Oui, je suis content que le Louvre ait accepté ces morceaux de films, parce que certains sont incomplets, dans une version sur celluloïd qui était assez difficile à lire. Ce sont des bobines en fait, ça vient de chez ma grand-mère, mais en réalité, ça vient de plus loin. Ma grand-mère avait une amie qu'on croyait être sa cousine, mais en fait, c'était pas sa cousine, qui avait travaillé chez Pathé, à la grande époque de Charles Pathé, qui avait été monteuse.
Et donc, on l'a payé en film. Et ma grand-mère, et comme cette dame était pauvre, elle ne savait pas où les mettre, elle les avait entreposés chez ma grand-mère. C'était dans une caisse. Et elle avait aussi donné un pâté baby, cet appareil merveilleux par lequel on peut s'initier au cinéma, et surtout à cette époque-là. Donc, enfants, nous avions invité, je dis nous parce que c'était ma grand-mère, mon frère, moi, nous invitions des enfants du quartier, nous éditions des affiches et nous composions un programme avec ces films. Et ce que vous pouvez voir au Louvre, c'est ce qui surnage de cette époque, avec nostalgie, mais en même temps, il y a de très beaux films qui inventent le ralenti au cinéma et tout cela, et les films de Harold Lloyd qui sont merveilleux. तूफान भालो आছিস हजूर घोड़े का तबीयत खराब नहीं बहुत रोज है आपका सवारी नहीं मिला ये दिल खराब दाना ठीक पाচ্ছে তো जी हाँ हजूर La musique du Salon de musique de Satyajit Ray, c'est l'un des 5 longs métrages que vous avez choisi de montrer lors de votre carte blanche. Et vous me disiez à l'instant que c'est une anecdote assez amusante sur la musique qu'on prend pour une musique indienne et qui n'en est pas une en fait. Oui, Jean-Marie Le Clésio. Oui, c'est Satyajit Ray qui rend un hommage à la musique classique. Donc, nous écoutons de la musique classique indienne au sitar. Mais il faut savoir que c'est de la musique classique occidentale, jouée au sitar, mais inversée. C'est-à-dire que les notes ont été renversées. Et cela donne cette musique étrange. Alors, le salon de musique de Satyajit Ray fait partie des 5 longs métrages. Donc, je vais les citer. Dersu Usala de Kurosawa, Cœur de feu de Luigi Falorni sur les enfants soldats d'Érythrée, La lumière de Souleymane Cissé, qui est un voyage initiatique d'un jeune burkinabé, et Zout Suite, alors qui est beaucoup moins connu, de Luis Valdez sur les Chicanos, victimes du racisme à Los Angeles en 1942. Est-ce que ce choix, Jean-Marie Le Clésio, de ces 5 films, c'est une autre façon d'entrer dans votre univers? Je ne sais pas si c'est une façon d'entrer. En tout cas, pour moi, c'est la volonté de réunir des films qui me sont très chers, Satyajit Ray parce que je crois, ça a été un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Et Yélène, ce film de Cissé, parce que cela montre la force du cinéma africain malgré le peu de moyens. Donc c'est quelque chose qui me parle. Et puis Dersu Uzala, parce que c'est fondamental dans l'histoire du cinéma. Et Zout Suite, le film de Valdez, c'est un film de révolte. Alors je ne sais pas quel est le point commun. Je crois que ces éléments-là doivent faire partie de mon paysage intérieur. C'est bien possible, puisqu'en particulier sur ces 5 films, 2 parlent d'enfants. Or, on sait que les enfants sont très présents dans votre œuvre. Il suffit de n'en citer que 2, Ritournelle de la faim ou bien encore Désert. Et puis dans ces nouvelles qui paraissent chez Gallimard, Histoire du pied et autres fantaisies, on peut en citer 2 également. L'Arbre d'Yama, qui raconte l'histoire de Marie et Esmé, qui sont 2 enfants de la Sierra Leone au cœur de la guerre, et qui au terme d'une longue marche dans le pays, la marche est importante puisque le pied est important dans ce recueil de nouvelles, qui au terme donc de cette longue marche trouve refuge dans un baobab, qui est le baobab de Marie. Et puis l'autre nouvelle, c'est Yo, l'histoire de ce petit garçon de 15 ans livré à lui-même et violenté par son beau-père dans Histoire du pied et autres fantaisies. Donc Jean-Marie Le Clésio, les enfants ou bien, je le disais, les éclopés de la vie, ceux qui ont été abîmés, ceux qui ont été oubliés, puisque d'une certaine façon, les 9 nouvelles de ce recueil parlent de gens qui sont les éclopés. Oui, même les enfants soldats sont des éclopés de la vie parce qu'on abuse d'eux, on les drogue, et ça existe toujours. Malheureusement, et j'imagine que dans les conflits à venir, cela se répandra encore davantage. Et le film de Falorni, pour ça, est magnifique. Il est joué par des enfants et il traduit avec une émotion incroyable la férocité de cet univers où les enfants sont armés et doivent tuer. Et on les dresse à tuer. Et donc, j'aime bien parler des enfants parce qu'il me semble que ce qu'ils vivent est intense. Le temps de l'enfance, ce n'est pas du tout le même que le temps des adultes. Ça semble à la fois plus long et c'est d'une telle intensité qu'on a le sentiment que le présent et
et le mode d'exister qui prédomine. Les enfants ne conçoivent pas demain, et hier ça leur est un peu égal, mais le présent n'en finit plus. Et le temps de la nouvelle, c'est d'une certaine façon ce temps-là. Donc j'ai bien aimé que ce soit des enfants, ou Yo qui croit avoir 15 ans, mais qui en réalité doit en avoir une trentaine, et des femmes qui sont brutalisées par la vie, brusquées par... Elles sont orphelines, elles sont oui. épouses abandonnées, elles sont amantes et puis elles connaissent toutes ces difficultés que connaissent les très jeunes femmes dans le monde moderne, où il faut réussir sa vie sentimentale, réussir sa vie professionnelle, exister par rapport à sa famille ou bien par rapport aux autres, et qui font le pari du bonheur, mais le bonheur n'arrivera pas nécessairement. Mais elles font preuve d'une grande dignité, d'une grande force, vos femmes, hein, en particulier dans ces nouvelles, Histoire du pied, parce qu'elles tentent à chaque fois d'échapper à leur destin tragique ou à leur vie difficile. Elles y croient, et elles y arrivent d'ailleurs parfois. Oui, j'ai voulu présenter ce type de femme, parce qu'il existe ce type de femme, et dans notre société industrielle, les ressources de la féminité sont importantes parce qu'elles apportent une sorte de comment dire, de caractère caritatif. Enfin, c'est pas caritatif, c'est charisma en grec, sorte d'aura. C'est charismatique. Oui, elles sont charismatiques. Elles ont une aura spirituelle qui est rare, qui est difficilement atteignable par les hommes qui sont, eux, submergés par des questions d'ordre très pratique. Donc, elles ont le temps de la réflexion, malgré la vie très intense qu'elles mènent. Et je crois que ça, c'est l'avenir de notre société, c'est cette réflexion. Et le leitmotiv de ce recueil de nouvelles, c'est, encore une fois, c'est le pied. Est-ce que c'est parce que le pied, comme vous le disiez à Marc Voinchet il y a 2 jours sur cette même antenne au matin, est la partie la plus méprisée du corps, que vous avez tenté finalement dans ce livre d'écrire des vies à l'aune des pieds, puisque vous vous intéressez à tous ces bafoués, à tous ces humiliés. Est-ce que c'est en lien avec les personnages dont vous parlez, Jean-Marie Clésio ? Ça serait un peu lourd comme symbole, mais c'est en effet le pied, c'est le contact avec la terre, c'est la partie du corps qui perçoit tout de suite la réalité. On sort du sommeil, c'est le premier contact avec la réalité. Et le pied aussi a cette capacité de résistance et a cette capacité d'enregistrer les mouvements de la vie et donc de donner une autre réponse qui est à la fois physique et très pleine d'énergie. Ce boléro de Ravel, Jean-Marie Le Clésio, qui joue un rôle central dans Ritournelle de la fin, vous avez écrit un texte inédit que vous avez offert au Louvre pour votre carte blanche et qui sera lu le 26 novembre. Et vous nous faites l'amitié et l'honneur de lire un petit passage, un court extrait en avant-première. Tous debout, dans le parterre, au balcon, devant la scène vide où s'enroulait la silhouette d'une femme, scrutant la lumière écarlate, le décor parcouru par des ombres fantomatiques venues de l'autre côté du monde. Et je pensais à l'avenir avec Simon, l'amour, la liberté. Avec les vagues de la danse, j'abolissais la guerre, les revanches, les massacres. J'entrais dans un autre monde où tout allait être différent. Les orages, le ciel, les saisons, l'espace, les herbes de la savane, les ombres des forêts. J'entrais dans les villes de boue couleur d'or. Je marchais sur la terre rouge. Je me baignais dans les fleuves immenses comme la mer. Et le rythme se creusait, ourlait sa vague,
rassembler ses forces, toutes ses forces. Ta 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 tam, ta 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 tam, ta 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 tam, ta 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 tam, ta ta. De plus en plus lourd, de plus en plus criard. J'ai vu une femme non loin de moi qui appuyait ses mains sur ses oreilles, son visage tendu, son regard fixé sur la scène, même assourdi, la musique l'entraînait vers elle ne savait pas où, la tirait avec elle. Est-ce qu'elle a crié le mot folie, ou bien sa bouche le formait convulsivement? Merci beaucoup Jean-Marie Leclésio. Alors il faut quand même préciser que cette lecture que vous ferez le 26 novembre sera suivie de 3 documents filmés qui ont tous pour thème central le boléro de Ravel. 3 documents filmés dont un sketch qui est un sketch immortel. Notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. De prendre la tête d'un parti qui soit un peu comme un nombril. C'est le parti d'en rire, évidemment, de Pierre Dac et Francis Blanche, Jean-Marie Leclésio. C'est tout un ensemble, encore une fois, que vous nous proposez cette fois-ci autour du boléro de Ravel. Oui, très bien. J'aime bien l'humour aussi. C'est bien que l'humour entre en scène aussi. L'humour et puis la rêverie. Alors la rêverie, pourquoi ? Parce que, on le sait, vous nous l'avez rappelé au début de cette émission, la conception que vous faites de l'art, des œuvres et des objets, c'est une conception uniforme. C'est-à-dire que vous avez voulu faire entrer dans le musée, dans cette exposition, des objets et des œuvres d'art qu'on ne voit jamais, des tapis, des voitures par exemple, que vous ne faites pas d'hiérarchie entre les arts. Vous allez même jusqu'à me remettre en question cette distinction qu'on peut faire, en tous les cas ici en France, entre art et artisanat, et que vous avez souvent le souci de faire vivre, de faire respirer les œuvres. Alors je disais rêverie parce que on pourrait du coup entrer dans cette exposition que vous nous proposez, Jean-Marie Leclésio, comme on pourrait la lire comme une invitation au voyage, comme une invitation à la rêverie, comme un voyage non seulement dans la pensée mais dans les sens. Est-ce que c'est comme ça que vous avez envie que les spectateurs, les visiteurs de votre exposition la voient ? Je n'ai pas voulu qu'il y ait de hiérarchie entre ces œuvres, mais il y a un point commun, c'est la passion. Toutes ces personnes qui sont invitées et qui ont répondu à mon invitation avec générosité, parce qu'elles viennent souvent de très loin, sont des personnes qui ont consacré leur vie à quelque chose, à tisser des tapis comme la Charlotte Way du Vanuatu, ou bien à inventer des voitures extraordinaires comme les lowriders de Los Angeles, qui se servent des voitures pour affirmer leur existence contre la discrimination raciale, contre les gangs et tout ce qui met à l'épreuve leur vie. Donc cette passion, c'est ça c'est ça le point commun, et c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureux que cette exposition se fasse. Passion également pour la littérature, bien entendu, et vous proposez une série de rencontres avec des écrivains qui viennent de partout et qui vivent un peu partout. Par exemple, Ananda Devi qui vient de l'île Maurice mais qui vit en Suisse, Homero Haridjis qui vient du Mexique mais qui vit à Londres, Alama Bankou qui vient du Congo mais qui vit aux États-Unis, et enfin Dany Laferrière qui est haïtien et qui vit à Montréal. Est-ce que, comme ce sont des écrivains qui viennent d'un peu partout, on a envie de vous demander ça, Jean-Marie Leclésio, est-ce que ce sont des écrivains qui entrent en résonance avec ce que vous disiez lors de votre discours de réception du prix Nobel en 2008 ? Et là, je vais vous citer. Aujourd'hui, au lendemain de la décolonisation, la littérature est un des moyens pour les hommes et les femmes de notre temps d'exprimer leur identité, de revendiquer leur droit à la parole et d'être entendus dans leur diversité. Ce qui peut nous ramener au début de cet entretien. Jean-Marie Leclésio. Je suis moi-même un franco-mauricien qui vit une partie de son temps aux États-Unis et une autre partie de son temps en Bretagne. Donc, je crois que je ressemble comme un frère à toutes les personnes dont vous avez parlé. De plus en plus, la nationalité n'a pas le sens qu'elle avait autrefois d'être enfermée dans une frontière. De plus en plus, les nationalités se mélangent, et c'est un autre sentiment que l'on doit acquérir, celui d'appartenir à l'espèce humaine et de rencontrer le monde dans toute sa diversité.